Moi, je pense qu'on fait sa légitimité de manager sur l'humilité, la bienveillance. Bon, je trouve que c'est un mot qui est beaucoup galvaudé. Et puis, être sérieux, mais pas se prendre au sérieux. Et vraiment, avec ses équipes, être dans quelque chose de simple, être dans de la simplicité et se dire qu'effectivement, il y a une prise de risque. Moi, j'ai choisi ce poste de manager parce que, voilà, à un moment, je voulais prendre des décisions, participer à la décision, parce que j'avais moins sur le poste précédent. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi d'être manager. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans Le Faire en Vrai, je reçois Barbara Proust, directrice adjointe d'un ESAT. C'est un établissement et service d'aide par le travail. Il est basé à Vierzon. Avec Barbara, on va parler de management comme toujours, mais évidemment dans un contexte particulier puisque cet établissement reçoit des personnes en situation de handicap mental et donc on va se poser la question des particularités ou pas, vous verrez, de ce genre de management. Et puis on parlera aussi de comment se gèrent des établissements de cette sorte à mi-chemin entre leur mission sociale et leurs exigences économiques. Bonjour Barbara. Bonjour. Je suis enchanté de te recevoir. Merci d'avoir pris le train depuis Vierzon, tu es venu pour nous voir? Oui, c'est cela. Allez, on est obligé de rappeler où est Vierzon, du coup, je suis pas sûr que tout le monde sache. Près de Bourges, dans le Cher, à une demi-heure de là où j'habite. J'habite pas Vierzon, j'habite la Motte-Beuvron. La Motte-Beuvron, ok. Voilà. Pour moi, Vierzon, c'est toujours, je crois qu'il y a c'est une strophe d'une chanson de Brel et une gare à l'époque où j'habitais à Tours et que je rentrais à Lyon. Voilà, donc, voilà. Je connais un tout petit peu Vierzon. Donc bienvenue dans Le Faire en Vrai, Barbara. Je suis vraiment ravi de t'avoir. C'est une interview un peu particulière, vous allez voir, parce qu'on a l'habitude de recevoir des gens qui travaillent dans des entreprises. Et toi, tu travailles dans un établissement. Alors, est-ce que tu peux nous raconter quel est cet établissement et qu'est-ce qu'il fait? Alors moi, je travaille dans un ESAT, un établissement de services d'aide par le travail, où on accompagne des personnes en situation de handicap. Toutes les personnes qui travaillent ont une orientation de la maison départementale des personnes en situation de handicap. Alors, c'est des handicaps plutôt mentaux, psychologiques, je sais pas comment on dit exactement, quel est le mot consacré? On a un agrément qui est divers et varié, donc on a des troubles qui sont de la déficience intellectuelle, troubles psychiatriques, quelques malvoyants, et quelques malentendants, mais on n'a pas de personnes qui sont en situation de handicap physique. Donc on a une population hétérogène qui est diverse et variée. Et donc toi, alors pour simplifier, on va dire que tu t'occupes, on va voir quel est ton poste après, mais tu t'occupes d'un centre qui donc se situe à Vierzon, et c'est un centre qui est assez grand, donc combien il y a de personnes en situation de handicap qui travaillent dans ce centre? Donc nous, on a un agrément de 115 équivalents temps plein. D'accord. Parce que les personnes peuvent travailler à temps partiel au regard de leurs problématiques et de leurs difficultés. Aujourd'hui, on a 128 personnes accueillies dans l'établissement. Okay. En situation de handicap. Ça, c'est donc 128 personnes, puis après, il y a tous les gens qui les encadrent, et ça veut dire que sur le centre, il y a combien de personnes qui travaillent au total, à peu près Au total, on est environ à une quarantaine d'encadrements au niveau de la population. On est presque 200, quoi. On est un petit peu moins de 200. Voilà, un petit peu moins de 200. Quelles sont les activités qu'on a dans ce type de centre? Qu'est-ce qu'ils font, ces personnes qui viennent? Ils viennent pour travailler, donc c'est quoi leur activité? Alors, on a des ateliers, alors on appelle ça des secteurs d'activité ou des ateliers professionnels. On a un atelier palette, on fait de la confection et de la restauration de palettes. On a des palettes en bois là. Une palette en bois, voilà. Ça c'est de la menuiserie. C'est la menuiserie. On a un atelier sous-traitance industrielle où on travaille pour des donneurs d'ordre, où on a beaucoup de personnes qui nous donnent des choses à faire, qui sont soit de l'ensachage. On travaille pour différentes entreprises. On a un atelier espace vert. On va travailler chez des particuliers ou dans des entreprises pour l'entretien des jardins. On a une blanchisserie industrielle, donc qui est une grosse machine. C'est un bel atelier. On traite entre 1 tonne 5 linge jour avec les personnes. Et puis on a un atelier propreté. On fait l'entretien de locaux, que ce soit en milieu hospitalier ou en milieu industriel. D'accord. Donc ça, c'est les activités professionnelles. C'est des activités qui sont assez peut-être un peu, à part peut-être le jardin, mais sinon c'est des activités qui sont quand même plutôt industrielles, on va dire, vraiment techniques. Tout à fait. Que vous encadrez. Alors toi, quel est ton poste dans ce centre-là de Vierzon? Et puis après, on va voir un peu juste comment ça fonctionne pour qu'on comprenne. Parce qu'après, on va parler de management, il faut juste qu'on comprenne comment ça fonctionne. Donc toi, ton poste d'abord, c'est quoi? Voilà. Moi, je suis directrice adjointe de l'établissement. Donc il y a un directeur qui encadre plusieurs établissements, parce qu'on a plusieurs établissements sur le département. Donc moi, j'ai un poste où je suis en responsabilité de tout ce qui est accompagnement de l'usager au niveau de son... L'usager, c'est les travailleurs, pardon. Les travailleurs en situation de handicap, de son admission à sa sortie de l'établissement.
Et donc, pour ce faire, on a aussi une équipe paramédicale. Psychologue, infirmière, éducateur. Donc, on a aussi cet accompagnement-là, puisqu'on a aussi un accompagnement médico-social pour les personnes qu'on reçoit. Et puis, pour les ateliers professionnels, on a un responsable de production qui s'occupe de tout ce qui est production et au niveau des livraisons, au niveau de tout ce qui est distribution du travail. Par rapport à un atelier, on va dire, dit classique, par exemple une blanchisserie industrielle dit classique, on a exactement le même encadrement, c'est celui dont tu parles à la fin, qui est donc l'encadrement technique des gens pour produire le service pour lequel on est payé. Mais en plus, évidemment, dans un établissement, compte tenu du profil des gens qui travaillent, vous avez cet encadrement, on va dire, médico-social. C'est ça, ouais. C'est ça. Et c'est celui-là dont tu t'occupes plus particulièrement, pour les accompagner avec les particularités qu'ils ont et les difficultés qu'ils ont liées à leur maladie ou à leur handicap. Ce qui est assez frappant dans ce que tu me dis, qui me touche, c'est que, en fait, un ESAT, il a comme fonction première le développement des hommes avec un grand H, c'est-à-dire leur accompagnement dans un parcours de vie, je crois que vous appelez ça projet. Nous, alors modestement, et puis dans des cas peut-être plus simples, en tout cas chez Albus Conseil, on a vraiment cette idée que c'est d'abord en développant les humains, en développant leurs capacités, en leur permettant d'être eux-mêmes au sein, souvent des entreprises, qu'on arrive à avoir à la fois de la performance collective et à la fois du bien-être au travail. Quelles sont pour toi les particularités d'un management dans ce genre de contexte? Qu'est-ce que tu te dis toi? Comment tu nous l'expliquerais? Comment on manage dans ce contexte-là? Alors le contexte, effectivement, il est particulier. Il y a le paradoxe parce qu'on a des personnes en situation de handicap où on est obligé d'adapter de manière permanente le projet de la personne parce qu'il a un projet personnalisé. Et en même temps, on doit aussi produire parce qu'on est obligé. Alors effectivement, on a un budget qui vient de l'Agence régionale de santé, mais on a un budget qui vient de tout ce qu'on produit pour permettre d'avoir des emplois et que les travailleurs puissent garder l'emploi. Donc on est obligé d'adapter le projet personnalisé de la personne en fonction de ses compétences et ses capacités. Et en même temps, on est obligé aussi de produire pour pouvoir avoir de plus en plus de chantiers ou de contrats qui rentrent. Comment est-ce que, là je parle plutôt des managers, qu'est-ce que vous demandez aux managers ou qu'est-ce que vous conseillez aux managers pour les aider à faire la part des choses entre la nécessité de produire ce qu'il y a à produire, là le linge propre par exemple, et la nécessaire prise en compte du handicap ou de la maladie? Comment vous faites? Alors donc pour ce faire, on a chaque personne qui est accueillie dans l'établissement a un projet personnalisé, donc qui est basé et sur de la technique et des compétences professionnelles pures. Ils passent aussi l'obtention de diplômes, ils font aussi des reconnaissances de savoir professionnel. Et puis, on a un versant plus accompagnement et médico-social, où on est, s'il a besoin de rendez-vous avec l'infirmière, la psychologue, sur des traitements un peu particuliers, au regard de sa problématique et des choses comme ça. Donc, mon travail est d'harmoniser et de jauger le juste équilibre dans l'accompagnement de la personne, qui soit en production et qui soit également accompagnée de manière bien traitante pour son projet et qui puisse acquérir, parce que l'établissement où je travaille n'est qu'un tremplin. Le but de ces établissements-là, c'est demain rejoindre l'entreprise ordinaire. D'accord, ouais. C'est de leur apprendre un métier, de leur apprendre à travailler en communauté, etc. D'avoir des compétences professionnelles qui puissent mettre au service d'une entreprise, rejoindre une entreprise ordinaire. C'est vraiment notre travail au quotidien, c'est vraiment ça. Et donc du coup, j'imagine, pour revenir à ma question, que les managers de proximité, finalement doivent être quand même assez exigeants. C'est-à-dire que on doit leur apprendre à travailler d'une certaine façon, avec un certain niveau de qualité, avec un certain, même peut-être un peu de productivité, j'imagine. En tout cas, voilà. Et c'est pas parce qu'ils ont des déficiences ou des maladies que on doit fondamentalement diminuer le niveau d'exigence. C'est ça. C'est plus dans la manière dont on l'anime que ça change que le fait qu'on l'anime, j'ai l'impression. Oui. Les managers de proximité, c'est très compliqué dans le recrutement, par exemple. J'imagine, ouais. C'est très compliqué dans le recrutement parce que ce sont des personnes qui sont soit de très très bons techniciens en production pure, ou alors qui n'ont fait que de l'accompagnement médico-social. Donc trouver ces personnes qui ont les deux compétences, c'est toujours extrêmement difficile. Mais on arrive, il y a des personnes qui sont que des accompagnateurs médico-sociaux et ça peut fonctionner, et inversement. Et on arrive à ce que, effectivement, quand on est dans la production pure, on a des modes opératoires à avoir, on a mais malgré tout, il faut savoir si la personne elle est en capacité de pouvoir
produire ce travail-là au vu de sa déficience ou au vu de son incapacité ou au vu de ses restrictions médicales. Mais donc c'est vrai que les personnes de proximité, l'encadrement de proximité, c'est extrêmement compliqué pour eux au départ. Alors après, ça se fait bien. Hein. Et c'est marrant parce que ce que tu racontes là, tu le racontes dans un contexte de déficience mentale et on pourrait se dire que c'est des cas très particuliers. Mais en fait, on pourrait enlever ce contexte-là et les questions que tu poses, en vrai, elles existent dans n'importe quelle usine parce que Tout à fait. les ouvriers dans une usine n'ont pas de déficience mentale pour leur immense majorité, mais ont exactement le même problème, c'est-à-dire qu'il faut tenir compte de leurs projets, il faut tenir compte de leurs problèmes éventuellement, de leurs désirs, de leurs incapacités temporaires, hein, parce que si le petit est à l'hôpital, a passé la nuit à l'hôpital, moi j'ai pas de handicap, mais le matin je suis quand même je suis pas bien luné quoi. Et en fait finalement c'est pas si différent, j'ai l'impression. Non, c'est absolument pas différent. Alors déjà, pour les personnes qu'on accueille, le fait qu'ils aient un travail au niveau inclusion dans la société, c'est extrêmement important. Et puis, il y a aussi cet état de fait où ces personnes-là, le travail, c'est la seule relation sociale qu'ils aient, parce qu'ils ont une précarité dans la relation. Et donc, effectivement, pour eux, c'est extrêmement valorisant de venir travailler. Et donc, le niveau d'exigence, il est... comme tu le disais, dans une entreprise lambda. Et effectivement, il est il est à la même intensité et pour le même produit fini. Et on a énormément d'entreprises qui nous donnent des pièces à faire et où ils sont vraiment très satisfaits du travail fourni. Et puis, on a aussi des normes, ISO, choses comme ça pour les produits qu'on finalise. Vous n'êtes pas une sous-usine. Oui, non, on n'est pas une sous-usine. Alors, on fait de la sous-traitance, mais de la sous-traitance industrielle. Comme une autre entreprise. Dans la préparation de notre interview, il y avait quelque chose qui m'avait frappé. C'est une expression que tu n'as pas employée jusque-là. C'est la dissymétrie de la relation. Effectivement, on se dit assez facilement de l'extérieur quand on connaît pas ces univers, que on risque d'avoir des problèmes relationnels particuliers. Sans rentrer dans les détails, mais comment vous gérez le fait que forcément il y a des moments où la communication doit être particulièrement compliquée avec des gens qui ont des problèmes mentaux quand même sérieux. Enfin, s'ils n'avaient pas des problèmes mentaux sérieux, ils seraient pas dans ces centres-là. Donc, comment on gère cette dissymétrie Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de dissymétrie de la relation. D'accord. Parce que s'il y a dissymétrie de la relation, ça veut dire que la relation, elle est tout de suite biaisée. Par rapport aux professionnels qu'on accueille qui encadrent ces personnes-là, on essaie que ça soit, entre guillemets, je vais le dire comme ça, le bon sens qui gère la relation. D'accord. C'est-à-dire, vous êtes face à une personne, effectivement, si elle est là, effectivement, elle a un trouble, ou elle a un handicap, ou elle a quelque chose qui, effectivement, fait qu'elle est accueillie dans notre établissement pour qu'on puisse l'accompagner. Mais malgré tout, on la traite comme une personne lambda, avec tout ce qui est en précaution, mais comme avec tout individu, pour pas qu'il y ait, effectivement, cette dissymétrie de la relation, parce que quand il y a dissymétrie de la relation, ça veut dire qu'il y a un dominé, un dominant. Alors effectivement, quand on est encadrant, manager, c'est tout à fait quelque chose un peu de naturel. Ouais. Donc on a cette vigilance à avoir. C'est pour ça que l'équipe qui est à côté médico-sociale, elle a toute son importance, parce qu'elle vient médiatiser toutes ces relations et apporter à la proximité. Faites comme si... l'ensemble de la relation, si vous avez un souci, on peut venir vous aider à la médiatiser, on peut voir avec la personne, il a des soupapes de sécurité, aller en entretien avec l'infirmière, aller en entretien avec la psychologue, donc on peut très bien faire en sorte que dans l'atelier, la relation se passe le plus normalement possible. Ouais. Alors tu dis aller en entretien avec les infirmières et la psychologue. Est-ce que les managers peuvent y aller aussi si jamais ils se retrouvent dans une situation qui les stresse? J'imagine qu'il y a des moments où on doit se sentir complètement désemparé quand même. Alors déjà, il y a des réunions. D'accord. Tout l'encadrement ont des réunions, analyse de pratique, c'est un grand mot et un gros mot, où il y a quelqu'un de l'extérieur qui vient et où ils sont au travail de leur vécu au quotidien. Ils ont également des réunions avec la psychologue, ça s'appelle des réunions cliniques, par rapport à des situations qui peuvent être à problème, de manière à venir relativiser ou de manière à trouver des réponses, des choses comme ça. Et puis ils ont aussi des réunions avec moi sur tout ce qui est quotidien, organisationnel, prise de risque. Dans toute relation, il y a une prise de risque. C'est marrant parce que là encore, en fait, ce que vous avez mis en place, c'est un système de coaching interne.
Alors oui, avec des compétences médico-sociales un peu particulières, mais finalement, c'est un système de coaching interne et vous avez, je sais même pas si c'est tellement densifié, hein, quand tu me dis il y a 120 personnes, 40 managers, oui, c'est à peine plus, enfin 40 encadrants, c'est à peine plus que dans une usine normale, c'est un petit peu plus, mais c'est pas énormément plus. Mais en tout cas, c'est un système qui paraît finalement assez logique. Et en t'écoutant, je me disais, mais en fait, les usines devraient faire ça, parce que les problèmes relationnels, par exemple, peuvent devenir très graves entre gens parfaitement valides. Hein, ceux qui nous regardent le savent. Il n'y a pas du tout besoin d'avoir des problèmes comme ceux que des gens qui travaillent chez vous pour avoir des conflits. Hein. Oui. Ils arrivent très bien dans tous les cas. Oui. Après, l'avantage qu'on aurait sur une entreprise lambda ou une entreprise ordinaire, c'est que effectivement, au lieu d'appeler ça ressources humaines, effectivement, nous, on appelle ça accompagnement et accompagnement médico-social. Mais ce qu'on fait, c'est de la ressource humaine. Qu'est-ce qu'on va faire naître chez la personne? C'est toutes ces ressources et comment on peut au mieux faire en sorte que cette ressource puisse être un avantage ou un tremplin pour demain être indépendant professionnellement. Donc effectivement, on peut associer ça au coaching, on peut associer ça... En tout cas, dans l'idée, c'est un peu la même chose. Effectivement. Ça serait assez bizarre d'appeler ça médico-social dans une usine. Les gens, je pense, n'y auraient pas recours, en fait. Exactement. Ils auraient peur du mot, mais... Alors, effectivement, là, ça vient aussi biaiser la relation, soit pour les personnes, l'encadrement, soit pour les personnes accompagnées, parce qu'il y a un moment où le travail protégé devient je suis en travail protégé, donc j'ai un peu tous les droits. Et donc, c'est aussi une difficulté qu'on peut rencontrer et que je suis pas dans une entreprise et j'ai... oui, vous avez des droits, mais vous avez aussi des devoirs et on doit toujours être dans la juste évaluation pour ce travail-là. Je me suis souvent dit, moi, sur le management, enfin, dans ma petite expérience, un peu de consultant, mais beaucoup de managers, que j'ai toujours eu l'impression finalement que quand on avait des gens qui avaient des difficultés passagères, hein, nous, on a la chance d'avoir des gens qui n'ont que des difficultés passagères, ça leur rendait rarement service de diminuer le niveau d'exigence très fortement. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend bien compte que, enfin, moi, j'ai l'impression que, bien sûr, il faut tenir compte des problèmes de la personne telle qu'il les vit actuellement, mais en fait, continuer à les respecter, c'est continuer à croire en fait qu'ils peuvent faire des choses bien et donc à être exigeants. Et moi j'ai l'impression que c'est un peu la leçon aussi que tu nous donnes, enfin c'est pas une leçon mais en tout cas l'explication que tu nous donnes dans ton centre, c'est qu'il faut aussi garder le niveau d'exigence pour qu'ils se sentent dans la société, quoi. Oui, c'est avoir un niveau d'exigence, ça leur permet aussi d'acquérir une indépendance psychique, une indépendance intellectuelle et ça leur permet aussi de demain pouvoir se projeter parce que voilà, la population et les personnes qu'on accueille, voilà, l'extérieur est potentiellement dangereux. Donc c'est une prise de risque, mais effectivement, qu'on accompagne à l'interne ou qu'on soit avec des personnes, entre guillemets, dites lambda, normales, c'est exactement la même problématique et le niveau d'exigence y est de la même façon, puisque la qualité de travail sortie doit être la même que dans l'entreprise ordinaire. Ouais, mais au-delà même, je trouve, de la qualité, moi j'ai l'impression que l'estime de soi, enfin... J'ai l'impression que pour montrer qu'on a de l'estime pour eux, il faut aussi croire qu'ils sont capables de faire de la bonne qualité et donc quelque part ne pas être conciliant quand ils sont en dessous de ce qu'ils sont capables de faire, parce que quelque part, moi j'ai l'impression que l'estime de soi, elle est aussi liée à ça et que il faut être un peu exigeant avec eux juste pour leur dire, indépendamment de la violence du monde, c'est juste pour leur dire mais si en fait t'es capable, donc non, non parce que t'es capable de faire mieux, quoi. Oui, puis il faut pas que non plus aussi à un moment entre le travail à produire concrètement et la problématique personnelle ou mentale ou psychique de la personne, il faut pas que ça vienne biaiser le travail à fournir. Donc effectivement, t'employer le terme estime de soi, ça c'est vraiment un terme très très employé dans nos projets et dans notre établissement parce que effectivement c'est ce qu'on vient rechercher et mettre en avant chez la personne parce qu'à un moment avoir une orientation de ce type-là c'est vraiment très dévalorisant. Donc ce qu'on travaille énormément c'est vraiment l'estime de soi et comment je peux être valorisé à travers ma compétence professionnelle et mes capacités et comment je peux les mettre au service d'eux. Ouais, on évite de les regarder comme des malades en fait. Oui, non, il suffit. C'est en ça où la relation doit pas être désymétrique et où alors c'est pas au quotidien. J'avoue franchement des fois c'est pas toujours simple, mais c'est notre travail, c'est notre travail de manager. Mais effectivement c'est à travailler et avec eux et avec les équipes qu'on accompagne. Mais pareil, on va avoir la même chose dans l'entreprise que par l'estime de soi. Enfin, il y a aussi des moments où on a envie de s'énerver, tout ça. On peut avoir tendance à infantiliser les gens parce qu'ils nous agacent. Et finalement, c'est un peu la même chose. On va se dire,
non, en fait, garde le niveau adulte et essaie de pas les infantiliser et de pas rendre la relation dissymétrique. Oui, tout à fait. Oui, c'est ce qui est important dans notre travail au quotidien. D'où l'importance d'avoir ces équipes qui sont en proximité, qui sont des techniciens de production, mais avec un accompagnement. Et ce qui permet aussi, avec l'équipe à côté qui accompagne plus les projets, ça permet de venir faire un maillage qui est intéressant, puisque à des moments, on peut être dans l'ajustement du projet et dire là, on peut monter d'un cran notre niveau d'exigence et ça va marcher parce qu'il est en capacité aujourd'hui de pouvoir le faire. Alors, je suis en train de me penser un truc. Vous prenez des managers en stage parfois? Oui. Oh là là. Alors, si vous voulez faire un stage, contactez-nous. Non, mais pour de vrai, je pense qu'il y aurait vraiment beaucoup de choses à apprendre parce que tu parlais de bon sens. Il y a rien dans le management que tu décris de choses qui me paraissent être totalement différentes de ce qu'on devrait faire dans n'importe quel système de production. C'est basé sur le respect de l'autre, l'exigence qu'on peut avoir parce que c'est quelqu'un qui est capable de faire des choses bien. Qui est capable de nous apprendre tous les jours. Voilà, c'est cette relation d'humilité aussi et cette relation, la personne qu'on accompagne et au quotidien capable de nous apprendre et nous apprend tous les jours, même sur nous-mêmes et dans la façon de venir nous conduire. Et donc ça, c'est extrêmement riche tous les jours et c'est extrêmement important. Ouais, on fait le même métier, quoi. On manage des gens. Oui, voilà. Après, avec, il y a des moments, c'est un peu plus compliqué quand on a des personnes qui décompensent ou voilà. Et puis, c'est même plus valorisant, quoi. Enfin, je veux dire, on a de belles réussites et donc, quand ça marche, ça doit être une fierté incroyable. Voilà. Et puis, par exemple, quand on voit là, ce qu'on fait dans la reconnaissance des savoirs professionnels, où c'est des titres qu'ils vont, des épreuves qu'ils passent, qui sont dans les mêmes conditions qu'un examen. Et la fierté qu'ils ont à venir décrocher cette reconnaissance sur des métiers professionnels, soit s'ils sont en propreté ou ailleurs, c'est extrêmement valorisant. Vous devez être extrêmement fiers. Oui, voilà. Et puis quand ils vont sortir du centre pour aller prendre un emploi dit classique, ça doit être effectivement... Pour ceux qui vont être capables, parce qu'il ne faut pas non plus être... Certains sont capables, et quand c'est le cas, ça doit être une grande fierté. Ouais. Voilà, certains sont capables, d'autres rester dans l'établissement, c'est venir les protéger et c'est venir continuer à les accompagner en toute humanité et c'est venir respecter. Ils pourront pas aller à l'extérieur parce qu'ils ont des troubles qui sont trop importants et c'est aussi valorisant de pouvoir qu'ils puissent conserver un emploi à l'intérieur de notre établissement. Là encore sur l'estime de soi, on n'est pas qu'un malade, quoi. Non, on est surtout pas un malade et on est surtout pas catégorisé ou stigmatisé de cette manière-là. On est une personne qui travaille. C'est-à-dire que quand je les reçois à l'admission, on signe un contrat de soutien d'aide par le travail et on vient signer un contrat et où on a un avenant tous les ans avec le projet. Ça, c'est l'obligation qu'on a de par l'État, parce qu'on a aussi un financement État et donc on a des obligations de cette manière-là. Donc on signe un contrat et chacun s'engage dans ce contrat. Et du coup, vous avez des gens qui sont là, qui restent plusieurs années, du coup. Ah oui, on a des gens qui sont là depuis 20 ans. Depuis 20 ans plus, ceux qui sont arrivés bien dans les années 90. L'établissement est extrêmement... il a été ouvert dans les années 80. Donc, mais on a des personnes qui sont là depuis les années 90 et puis on a des personnes... Qui vont rester 2 ans. Qui vont rester 2 ans, 1 an, puisqu'ils vont pouvoir repasser à autre chose. Bon, c'est super. Alors, moi, c'est vraiment intéressant et c'est pas une blague. Moi, si vous prenez des stagiaires, on peut peut-être vous en trouver quelques-uns qui viennent à la fois apprendre des choses sur eux et venir vous donner un coup de main. J'imagine qu'en plus des ESAT, il doit y en avoir un peu partout en France et pas uniquement à Vierzon. Non. Ça me surprendrait. Et je voulais aborder un deuxième sujet avec toi, un peu plus organisationnel. Moi, j'ai l'habitude de travailler dans les entreprises, pas uniquement, mais quand même majoritairement dans des entreprises. Donc des organisations, on va dire, privées, avec des actionnaires privés, etc. Et là, donc, toi, tu travailles dans un ESAT, qui est un établissement public, donc qui n'a pas d'actionnaires privés, qui est fondé par l'État. Enfin, c'est les ARS qui le gèrent, mais donc c'est l'État au sens très très large du terme. Je ne sais pas si tu as pu faire un peu d'entreprise, mais qu'est-ce que ça, comment ça marche, ce genre de fonctionnement? Est-ce que vous arrivez à maintenir le sens incroyable qui est le vôtre? Il y a du sens. Vous êtes là pour accompagner des personnes en situation de handicap, mais j'imagine aussi que c'est des grosses machines. Enfin, c'est une grande administration. Est-ce qu'on arrive à concilier
les impératifs de l'administration et le sens qui est le vôtre? Comment ça marche? Oui, on y arrive parce que voilà, on est dans une association qui est bien, je dirais entre guillemets, qui est bien rodée. Mais oui, on arrive à trouver, à faire la part des choses entre ce qui est de la production pure, effectivement. Il faut qu'on soit rentable, comme une entreprise ordinaire, mais en même temps avec ses obligations, où on a aussi un projet d'établissement qui vient nous guider, mais en tenant compte aussi de tous les impératifs économiques, les impératifs de production, les impératifs commerciaux que l'on doit respecter, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Effectivement, si on n'a pas de personnes en situation à accompagner ou en situation de handicap, on n'aura pas de production, et inversement, si on n'a pas de production, les personnes auront pas de travail. Donc, effectivement, on doit trouver une harmonie et un maillage entre les deux, de manière à ce que ça fonctionne. Donc, effectivement, dans le management, il y a des fois où il y a des tensions et où il y a des pressions, soit d'un côté ou soit de l'autre, et on doit essayer d'harmoniser pour que ça soit le plus qualitatif et le plus efficient possible, autant que faire se peut. Oui, parce que c'est ça, en fait, on vous a vraiment deux objectifs, quoi. Il y a l'objectif social, la mission de service public, au service de la société globalement, et puis vous avez la mission vis-à-vis de votre client qui veut avoir du linge bien lavé ou des espaces verts bien entretenus. Ça, c'est quand même très particulier par rapport à une entreprise qui va plus simplement avoir sa mission commerciale. Oui, ou une entreprise qui a plus sa mission accompagnement. Alors moi, je suis un pur produit médico-social. Voilà, moi j'ai fait un diplôme d'éducatrice spécialisée. Je suis arrivée en ESAT il y a maintenant 5-6 ans. Je connaissais pas. Donc entre guillemets, je le dis toujours, j'avais toujours l'impression que l'argent tombait du ciel, puisque voilà, on n'avait pas à produire pour venir accompagner, puisqu'on avait des budgets renouvelés tous les ans. Et donc quand j'ai été dans ce type d'entreprise où on doit aussi, plus on rentre par exemple de marché, plus on peut avoir d'encadrement. Puisqu'on a un budget où on peut embaucher d'autres managers et donc avoir une autre qualité de travail. C'est-à-dire que pour accompagner 10 personnes, on peut avoir 2 managers, alors que moins on a de travail et moins on produit. Et là, quand on se dit que ça peut fonctionner autrement et que la qualité peut être autre, c'est vraiment très valorisant, nous, dans notre accompagnement, et pour les managers de proximité et pour les personnes accompagnées. Oui, parce que du coup, effectivement, comme tu dis, tu as été formé au social, sur l'aspect social, puis maintenant tu es quand même dans une entreprise, on appellerait ça au codir d'une usine, et donc tu es patronne, enfin tu fais partie des patrons d'une usine. Enfin et donc tu as aussi ces préoccupations, je sais pas si on a le compte de résultat ou en tout cas les coûts, la maîtrise des coûts, le bénéfice, etc. Un poste supprimé, un poste renouvelé, voilà. Même du commercial, parce qu'il faut vendre vos missions. Voilà. C'est pas toi qui le fais, j'ai compris directement, mais quand même, c'est une préoccupation de tous et tout ça. Et donc il faut concilier tout ça. Et c'est une transition qui te plaît, toi, ça t'intéresse d'avoir cette dimension un peu entrepreneuriale du... Oui, je trouve que c'est très intéressant parce que c'était pas une dynamique dans laquelle il y a quelques années je me projetais ou j'envisageais de travailler, mais je trouve que voilà, ça a été une richesse supplémentaire à mon parcours, et je trouve ça très très intéressant que on soit dépendants les uns des autres et que pour que ça fonctionne, il faut qu'on puisse faire cohérence, il faut que l'équipe puisse être homogène. Voilà, alors avec des conflits, parce que le conflit, ça fait avancer aussi. Mais je trouve que c'est intéressant en se disant, si ce marché-là, on ne gagne pas, voilà, ça va être un peu compliqué dans le fait de pouvoir soit avoir des nouveaux postes ou accueillir de nouvelles personnes pour travailler. Même si on a un agrément de 115, parfois on peut aussi augmenter. Agrément de 115, c'est quoi ? L'agrément de 115, c'est-à-dire qu'on a un maximum de personnes qu'on peut accueillir. L'agrément de 115 ETP. personnes. ETP, personnes... j'avais perdu les ETP. Voilà. Et alors du coup, est-ce que tu as l'impression, parce que parfois la notion même de rentabilité dans certains milieux a vraiment très mauvaise presse, on y voit le capitalisme rampant, etc. Est-ce que tu as l'impression dans un univers comme le vôtre que cette préoccupation de la rentabilité vous empêche ou peut vous empêcher de faire bien votre mission sociale, ou est-ce que ça fait partie du jeu et qu'en fait c'est juste, il faut que ça soit équilibré pour qu'on puisse continuer à vivre, mais ça va quoi. Comment tu lis la rentabilité et la mission sociale? Est-ce que c'est gênant? Alors au départ j'avais une aversion, mais je pense de par ma formation. Aujourd'hui je me suis aperçue. Alors donc
on n'a pas de pression. Hein. Enfin, voilà, on va pas dire qu'on est un établissement où la rentabilité fait partie de quelque chose. On n'a pas une pression. C'est pas la priorité numéro 1. C'est une priorité. Ça reste et ça devient de plus en plus une priorité puisque l'État, commence à se retirer petit à petit, et on ne sait pas si demain, le médico-social dans nos établissements pourra rester, quand même, malgré tout. Donc, ça reste une priorité. Et aujourd'hui, je me dis que, au fil des années, à avoir accompagné ce type de démarche, je trouve que c'est pas si... C'est intéressant. Pour moi, la rentabilité pose pas de problème. En fait, ça veut juste dire qu'on équilibre les choses. Là où elle pose problème, et on voit dans la presse, c'est quand la rentabilité qu'on cherche est énorme et qu'elle est déconnectée de ce qu'on fait pour les gens qu'on accueille. Après, être rentable, pour moi, une association caritative, faut qu'elle dépense un petit peu moins que ce qu'elle gagne, sinon elle peut plus aider les gens. Donc quoi qu'on fasse, c'est pour moi, quand tu disais de bon sens, il y a un côté bon père de famille dans le côté équilibre, en fait, équilibre des comptes. Oui, puis l'association, elle est venue aussi créer. Avant, on avait un poste de directeur qui était un directeur médico-social qui avait fait des études plus tôt. Aujourd'hui, par exemple, depuis quelques années, le directeur d'établissement, il est axé sur. C'est un ingénieur de formation. Mon poste en tant que directrice adjointe est plus basé sur le médico-social, et donc on vient travailler sur différents thèmes avec différents champs de compétences, pouvoir équilibrer. Et puis on a un responsable commercial comme un responsable de production, de manière à ce que ce maillage puisse être au bénéfice et à la qualité de la personne accompagnée et de notre client. Mais alors, du coup, ok, je comprends. Ouais, c'est hyper intéressant de voir comment ça évolue. J'espère que vous continuerez à avoir les moyens de faire cette mission, parce que je trouve ça très intéressant d'être au milieu du social et du économique ou du réel pour avoir ces deux. C'est lié ces deux choses. Alors à chaque fois que je reçois des managers ici dans cette émission, je leur pose toujours une question à la fin. Elle est plus ou moins simple en fonction des gens. Tu me diras si elle est facile pour toi. Si tu rencontrais ici là un jeune manager ou une jeune manager qui prendrait son premier poste de management, la première fois qu'il a encadré des gens dans quelque secteur que ce soit, quel conseil tu lui donnerais en priorité si tu devais lui en donner qu'un? Un mot ou juste... Non, un conseil. Un conseil. Un mot, ça peut être plusieurs phrases, mais un seul conseil. Moi, je pense qu'on fait sa légitimité de manager sur l'humilité, la bienveillance. Bon, je trouve que c'est un mot qui est beaucoup galvaudé. Et puis, être sérieux, mais pas se prendre au sérieux. Et vraiment, avec ses équipes, être dans quelque chose de simple, être dans de la simplicité et se dire que effectivement, il y a une prise de risque. Moi, j'ai choisi ce poste de manager parce que, à un moment, je voulais prendre des décisions, participer à la décision, parce que j'avais moins sur le poste précédent. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi d'être manager. Et donc, cette prise de décision, alors parfois, elle vient nous bousculer, et elle vient nous mettre un peu à mal, mais parfois, elle vient aussi créer plein de réussites et créer... alors, effectivement, il y a des échecs, mais on s'en relève toujours et on en sort avec une expérience agrandie. Mais je trouve que humilité, bon sens, et puis une relation sur la simplicité avec beaucoup d'humanitude et de respect. Il y a une idée qui va derrière ton choix de devenir manager, qui est, tu as dit je voudrais devenir manager pour prendre ces décisions. Est-ce que tu as l'impression, en étant manager de beaucoup de gens comme ce que tu étais avant, qui font le job que tu faisais avant, est-ce que tu as l'impression d'être plus utile parce que tu fais rayonner ton savoir sur plus de gens? Différemment. Différemment, puisque avant j'étais dans une relation au quotidien avec des personnes et donc il y avait des prises de décision qu'on prenait, mais de manière plus en dualité ou sur des projets plus petits. Alors aujourd'hui, oui, il y a des décisions qui sont prises de manière plus en général ou plus globale. Mais non, ça change. C'est pas plus, c'est une évolution dans ta carrière. C'est une évolution dans ma carrière qui a fait que, et qu'à un moment donné, la question s'est posée pour accompagner des équipes dans la formation, pour accompagner, parce que coacher aussi ces personnes qui sont en encadrement de proximité, c'est quelque chose aussi qui m'habite, quoi. T'as été formé pour faire ça au moment où t'as pris ces postes? Oui, j'ai fait une formation de CAFE Ruiz, donc Alors c'est quoi ça? De certificat d'aptitude aux formations de responsable d'unité sociale. D'accord, c'est du management quoi. C'est du management, c'est une formation de 2 ans, Ok, bon écoute, merci beaucoup Barbara pour tous ces éléments très intéressants. Nous, évidemment, vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux, n'hésitez pas à partager, mettre des pouces bleus, commenter, pour qu'on puisse continuer à faire des interviews avec des gens dans des secteurs variés.
Si vous voulez contacter Barbara, contactez-nous sur nos réseaux ou allez sur notre site, trouvez nos mails et on vous mettra en contact avec Barbara en fonction des questions que vous avez à nous poser. Merci et à bientôt.